Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bertrand Lacoste. Depuis près de 30 ans, Bertrand conçoit et réalise, dans une démarche globale de développement durable, des projets intégrant l'humain, la nature et le bâti pour des structures en chemin vers demain. Conscient de l'impact du bâti sur l'être humain et de l'humain sur la Terre, il a développé des ateliers d'adaptation au changement pour permettre aux personnes de ressentir le développement durable dans leurs émotions. Il anime des ateliers de connexion à l'intelligence du cœur et à la systémie de groupe pour que chacun puisse ressentir et comprendre ce qui se joue et se rejoue dans toute relation. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Bertrand. Oui, bonsoir. Ça va ? Oui, très bien. Très bien, bonsoir à tous. Déjà, avant de commencer, j'aimerais que tu nous dises qui tu es, en fait, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'intelligence émotionnelle, qu'on comprenne vraiment déjà en amont qui tu es. Alors avant, en fait, comme l'intelligence émotionnelle, c'est mon chemin de vie, c'est-à-dire que comme j'ai pas été beaucoup à l'école parce que j'étais 10, et donc j'ai arrêté en 3e après avoir redoublé 3 fois. Donc mon seul diplôme, en fait, c'est le brevet des collèges que j'ai eu la seule année où il a été donné d'office. Donc c'était plutôt, voilà, j'étais content d'avoir enfin un diplôme. Non. Mais voilà, et donc en fait, toute ma vie s'est construite à travers de personnages qui ont été, on va dire, un peu des repères dans ma vie et qui m'ont permis de me connecter à différentes émotions. Et grâce à ça, j'ai pu devenir entrepreneur et puis j'ai pu comprendre ce que c'était que l'intelligence du cœur et puis gérer les émotions. Et comme j'étais hypersensible, je supportais pas du tout de prendre le métro le matin. Je n'avais que 10 minutes et c'était à Lille, donc c'était pas le métro parisien, c'était plutôt un métro assez propre et cool, on va dire, c'était tout neuf. Mais quand je rentrais dans le métro, comme j'étais hyperesthésique aussi, toutes les odeurs, les parfums, les déodorants, les émotions des gens, le bruit, etc., c'était hyper difficile à vivre. Ce qui faisait qu'en 10 minutes, je ressortais, j'étais complètement trempé. Et donc, voilà, il a fallu que je m'adapte avec ce monde émotionnel qui était hyper agité tout le temps. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ma source de créativité. Et du coup, voilà, ça a fait mon parcours de vie. Mais il est possible qu'après, dans l'interview, c'est important de le partager parce que, comme quand on parle d'intelligence du cœur, c'est difficile de ne pas en parler sans ouvrir son cœur. Forcément, ça peut toucher. Et donc, ça peut arriver que je sois touché. Et c'est un peu normal, quoi. Voilà. Sois pas surprise par ce qui va se passer. Oui. Alors, justement, le point commun, c'est qu'on est 10, tous les deux. L'autre point commun, c'est que je n'ai pas de diplôme, moi non plus. Et je n'ai pas eu le BEPC pour le coup. Donc moi, j'ai vraiment 0 diplôme. Et donc, j'ai vraiment le sentiment que, c'est maintenant que je me rends compte de tout ça, mais visiblement toi aussi, que ma vie s'est quand même beaucoup plus construite autour de l'intelligence du cœur, de l'intelligence émotionnelle, et puis de beaucoup de soft skills en réalité, quoi. Et c'est vrai qu'à l'époque, déjà, je crois que ça n'existait pas, on mettait pas de mots dessus. C'est vraiment bien plus tard, en tant qu'adulte, en m'intéressant à moi, que je me suis aperçu de tout ça et que ça m'aidait beaucoup, en fait, dans ma vie de tous les jours. Ouais, complètement. Après, je pense que dans les parcours d'autodidacte, on a forcément... moi, il y a un personnage qui a été très important dans ma vie d'entrepreneur, ça va peut-être vous paraître surprenant, mais quand j'étais gamin, et on va dire que jusqu'à l'âge de 15 ans, ma vie, c'était un peu un chaos. Et puis, de 15 ans à 18 ans, ça a été carrément une expérience un peu compliquée parce que tout ce que je pouvais faire pour enfreindre le cadre, je le faisais. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré celle qui allait être pendant 30 ans la femme de ma vie et la mère de mes 4 enfants. Voilà. Et du coup, c'était important parce que à l'époque entre 15 et 18 ans, il y a un personnage qu'on voyait beaucoup à la télévision qui montrait qu'on pouvait se connecter à ses tripes pour oser entreprendre, et c'était Bernard Tapie.
Alors, ça peut paraître bizarre de connecter comme ça l'intelligence du cœur, etc. Mais j'ai appris en fait avec lui que on dit d'un homme qu'il a des tripes ou on dit d'un homme qu'il a la peur au ventre, et c'est la même origine émotionnelle. Et voilà. Et donc lui, il m'a permis d'oser entreprendre sans avoir fait d'études, sans savoir ni lire ni écrire, sans avoir de diplôme, et de pas me poser de questions. Et donc voilà, c'était un personnage très très important dans ma vie. Ok. Est-ce que tu as eu l'occasion de pouvoir échanger avec lui à l'époque ou Pas du tout. Non. Pas du tout. Mais voilà, après, il y a eu d'autres personnages. Il y en a eu un avec qui j'ai failli échanger il y a pas longtemps. Et puis, parce que quand j'ai commencé à écrire ce livre sur l'intelligence du cœur, c'était voilà, c'est très, très compliqué d'écrire. Mais je suis allé dans un monastère me poser pendant 10 jours. Et puis les 10 premières pages sont sorties et j'ai pris conscience que j'avais lâché mon regard d'incapacité à écrire et j'avais laissé sortir tout au niveau émotionnel. Et quand j'ai fini de l'écrire, j'avais besoin de trouver quelqu'un, une sorte de repère avec qui je pouvais partager ça. Et il y avait un homme qui m'avait beaucoup touché, qui était Edgar Morin. Alors quand j'ai dit aux gens qui étaient autour de moi, tiens, je le ferais bien parvenir, j'aimerais bien qu'il me fasse une dédicace. Et voilà, et puis échanger avec lui, tout le monde m'a dit, non mais c'est bon, t'as écrit 3 pages, tu vas pas de... Et puis du coup, j'ai quand même contacté son assistante qui m'a dit, non, il fait pas. Et donc j'ai insisté, parce que ça fait partie un peu du chemin quand tu veux réussir quelque chose, il faut insister un peu. Et puis, il lui a transféré le mail, et 1 heure après, je reçois un petit mail de sa part disant bonjour Bertrand, rencontrons-nous amicalement Edgar. Et là, bon, forcément, au niveau émotionnel, ça touche énormément, parce que quand t'as pas, quand t'as écrit 3 bafouilles, quand tu sais pas, pas vraiment faire ça, voilà, c'était vraiment très touchant. Et puis, du coup, je suis descendu dans le sud. J'étais dans le nord à ce moment-là. Je suis descendu dans le sud pour le voir. Et puis, juste en arrivant dans le train, j'ai reçu un message disant que voilà, il avait un empêchement de dernière minute. On ne pouvait pas se voir. Okay. Du coup, j'ai envoyé un mail il y a 2-3 jours pour lui dire tiens, on sera là avec Julien pour parler d'intelligence du cœur et que c'est toujours possible de se voir et puis d'écrire cette préface pour lui. Et est-ce qu'il t'a répondu du coup? Ah, pas encore. Chaque chose, mais c'était déjà. Voilà, donc si ça tombe, il est là en train de nous écouter, je ne sais pas. Mais... Ah, c'est possible. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, il me semble qu'il habite à Montpellier, non, Edgar Morin? Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi l'intelligence du cœur, d'après toi? Il y a plein de choses. D'abord, en tant qu'entrepreneur, moi, je dirais que l'intelligence du cœur, ma question, c'était qu'est-ce que je peux faire pour faire du bien à mon client, ou qu'est-ce qu'il aurait besoin que je fasse de bon pour lui. Ce qui fait que j'allais pas voir mes clients pour leur vendre ou pour leur mettre quelque chose, ou pour voilà. Ça m'intéressait pas du tout, et je savais pas faire ce à quoi je m'étais engagé. J'essayais toujours de faire plus. Et donc la dynamique du cœur pour moi, c'est voilà, d'essayer d'être profondément bon, d'essayer de faire bien et d'essayer de faire du bien. Et c'est comme ça que ça. Alors, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. J'en suis rendu compte que bien plus tard, parce qu'en fait, il y a eu effectivement d'abord la connexion avec celle que j'ai connue très jeune et avec qui j'ai vécu plus de 30 ans. Et puis, il y a eu les enfants. Et puis, voilà, j'ai pris 3 ans de congé parental à une époque dans ma vie. Donc, ça m'a vraiment connecté à l'amour avec les enfants. Et puis en tant qu'entrepreneur, j'ai construit des bâtiments en bois et en ballots de paille, etc. Et j'ai eu l'occasion de faire le premier bâtiment en me recevant du public en bois et en ballots de paille. Et qui était en passif dans le nord de la France. Et il y a eu des retours quand même, comme moi j'intervenais pas que sur la construction, mais aussi sur l'activité. Donc on mettait des matelas en coton bio, des fours à vapeur, des fours à micro-ondes, etc. Il y a toute une démarche globale. Et puis il n'y avait pas de chauffage. Donc on maintenait quand même 21 degrés sans chauffage dans le bâtiment dans le nord. Mais on s'est rendu compte très vite que ça générait des peurs. À la fois des peurs pour les équipes qui disaient mais non, mais il fait -5 dehors, ok, ça affiche 21, mais j'ai peur d'avoir froid. Et puis pour les parents qui disaient mais nous, nos enfants, ils dorment sur des matelas en mousse qu'on achète dans des supermarchés, et on chauffe nos biberons en plastique au micro-ondes, pourquoi est-ce que vous faites ça? Et du coup, j'ai compris qu'il fallait créer des ateliers pour permettre aux gens de ressentir le développement durable dans leurs émotions, parce qu'ils savaient qu'il fallait changer, mais ils ne savaient pas comment. Ça générait une sorte, que j'ai appelé dans le livre, une rupture cognitive. Entre l'intelligence émotionnelle dont parlait Alexandre la dernière fois, qui vient d'en haut, mais qui est bloquée à ce niveau-là, si on n'arrive pas à la laisser descendre. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, on peut avoir des tripes, mais on peut aussi avoir la peur au ventre. Et si on ne descend pas à voir ses peurs, eh ben, on ne peut pas les transformer pour oser engendrer quelque chose de bon. Et donc du coup, j'ai créé ces ateliers d'adaptation au changement. Et puis, quelques années après, je me suis associé avec un groupe du BTP. J'ai fait des beaucoup plus gros projets. Et un hiver, je suis parti avec mon fils marcher sur Compostelle et on traversait l'Aubrac en raquette, tout ça. Et je me disais,
il manque quelque chose en fait. C'était pas tout de connecter les gens à leur permettre d'oser engendrer quelque chose. Il fallait oser engendrer quelque chose de bon, oser être gentil, quoi. Et ça, c'était vraiment essentiel pour moi. C'était ma vie d'essayer d'être gentil avec les gens. Et du coup, je me suis dit, mais c'est ça en fait, faut permettre aux gens de se reconnecter au cœur. Et donc voilà, du coup, j'ai développé des ateliers d'intelligence du cœur qui partent bien sûr sur une descente émotionnelle très forte parce qu'il faut pouvoir reconnecter les gens d'abord à leurs émotions. Et puis de là, voilà, il y a tout un processus qui permet de se reconnecter à ce qu'il y a de vraiment bon en nous. Mais je pense que l'intérêt, c'est surtout pour moi, c'était de permettre aux gens de retrouver là où ils avaient rangé la clé de leur cœur. Parce que leur cœur, tout le monde a un cœur. Et je pense que ça, c'est vraiment le truc magique dans l'intelligence du cœur et dans l'amour, c'est que on est tous avec la même capacité. Quel que soit l'être humain qu'on est, je pense qu'on est tous avec cette même capacité d'amour. Sauf qu'on nous a pas forcément donné la clé. Et puis parfois, il y a eu tellement de maltraitance que c'est très difficile de s'y connecter. Puis nos parents nous ont pas montré. Mais par contre, il y a peu de temps, j'ai enregistré des personnes qui avaient participé aux ateliers pendant quelques années. Et il y avait Arthur qui montrait, il disait, moi, quand j'ai trouvé la clé du coffre et que j'ai ouvert mon cœur, c'était dans un atelier d'habitat collectif. Et quand il a ouvert son trésor, tout le monde l'a vu aussi, ce qu'il y avait de beau à l'intérieur de lui, quoi. Et ça, c'était vraiment quelque chose de magique parce que du coup, les gens voient comme ce qu'il y a de beau à l'intérieur de l'autre et ça les touche. Et du coup, ça ouvre aussi chez eux cette dimension d'amour qui est essentielle, à mon avis, pour la survie de l'humanité, quoi. Ah, on est bien d'accord. Si je résume quelque part, c'est dire que quand on arrive sur Terre en tant que bébé, en tant que petit être humain, on a déjà toutes ces qualités justement de bienveillance, d'empathie, d'amour, puisqu'on n'a pas été encore conditionné par la société de manière globale. Et moi, j'ai ce sentiment-là. Donc, c'est un peu ça ce que tu dis quelque part, en disant que on est tous concernés parce que naturellement, on a déjà ça qui est présent en nous en réalité, quoi. Oui, bien sûr. Déjà, je pense que dans le ventre de la maman, enfin, la mère, pour moi, est porteuse de l'amour inconditionnel. Et donc, forcément, et elle nous le transmet quelque part. Alors, parfois, être dans le ventre de sa maman, ça se passe pas toujours très bien. Et après, ça se passe pas toujours très bien. Mais cette source, pour moi, elle est au niveau de l'amour, elle est au niveau du féminin et de la mère, et elle joue un rôle très très important dans l'enfant et dans la construction. Mais on verra peut-être après sur quel rôle les femmes ont à jouer dans la suite de l'humanité. Ben, on peut en parler maintenant. Et ben, en fait, je pense que il y a quelque chose de très très important, c'est-à-dire que si on considère que le père apporte potentiellement, dans les schémas archaïques, hein, des petits personnages que j'ai identifiés, qu'on retrouve dans tous les groupes, quels qu'ils soient, qui sont le grand-père, la grand-mère, le père, la mère et les trois enfants qui sont le petit enfant, l'adolescent et le grand enfant. Et quelle que soit la structure dans laquelle on va se poser, c'est-à-dire que la plupart des structures aujourd'hui qui existent, que ce soit des habitats collectifs, que ce soit des entreprises, des États, n'importe, voilà, des associations, des communautés religieuses, elles sont toujours pyramidales et le système fait que on retrouve à la tête un père symbolique qui peut être une mère supérieure, n'importe. Voilà, c'est un homme ou une femme, mais qui va incarner ce rôle de père symbolique. Ce qui engendre en fait le dérèglement complet de tout notre système, c'est qu'il y a l'absence totale de la mère et de l'amour inconditionnel dans notre société et dans toutes les structures qu'on engendre. Et cette absence d'amour qui effectivement fait ce déséquilibre. C'est pour ça que je pense que la femme a un rôle très important à jouer, d'abord parce que c'est elle qui porte dans son ventre. Nous les hommes, enfin, je ne sais pas si tu as eu des enfants, mais quand tu as un enfant et que tu vois ta femme, le porter et puis le mettre au monde, tu te rends compte que le mec, il ne sert pas à grand-chose au final. Voilà, c'est à protéger, à prendre soin, etc. Mais au fond, on est bien incapable d'engendrer la vie et bien incapable de supporter une telle douleur, quoi. Et du coup, je pense que c'est très, très important pour moi, c'est que quand on voit les schémas de systémie de groupe, on se rend compte que l'homme aujourd'hui, tel qu'il est en haut, c'est peut-être un petit peu comme que je raconte, mais vous allez voir ce que ça va amener, mais l'homme aujourd'hui est pour moi, dans le système qu'on a, plutôt un adolescent dans la toute-puissance et qui ne laisse pas la place à la femme. Et que quand les femmes se rebellent dans le féminisme, ça va agacer un petit peu, je le sens, mais quand les femmes se rebellent dans le féminisme, en fait, elles vont s'opposer aux machistes. Et en fait, c'est de la revendication, et la revendication, c'est l'adolescence. Et ça pose un problème, c'est que si on veut faire grandir l'homme qui est un adolescent dans la toute-puissance, il faut que la femme se positionne en mère, en femme, et le fasse grandir, le fasse sortir de là, pour qu'il devienne un homme et un jour un adulte autonome, libre et responsable, pour sortir de ce schéma de systémie.
Et donc, je pense que c'est vraiment essentiel que les femmes aujourd'hui prennent conscience du pouvoir qu'elles ont dans cet amour inconditionnel, de faire de leurs petits garçons des princes. Je parle de princes de cœur, voilà, des hommes qui sont capables d'être vraiment bons, capables de faire vraiment du bien, quoi. Voilà. D'accord. Je suis d'accord, mais pour ce faire, c'est un vrai projet sociétal, en fait, que tu es en train de dire. C'est ce que je dis, moi, de mon côté, avec la Galaxie Innovation en Éducation, où je dis que tout part de l'éducation. Et donc, là, ça rejoint pour moi ce que je dis, en fait, ça part de là, quoi. Oui, je pense que, alors, ouais, il y a l'éducation, c'est surtout le lien d'amour qui est important. Alors, l'éducation, effectivement. Mais il y a un truc qui est intéressant parce que, effectivement, sur ce que tu poses là, par rapport à ton film, et on peut le regarder ça va relier un peu à l'intelligence émotionnelle, ce qui se joue entre les êtres, en fait. Si ça vous dit, on peut essayer de faire un petit test sur c'est quoi le bonheur pour vous, puisque c'est ça le titre de ton film, mais c'est quoi le bonheur pour vous intérieurement au travers de mots-clés. C'est ce que je fais au démarrage de chaque atelier d'intelligence du cœur, que ce soit en entreprise ou dans des collectifs, peu importe. Du coup, si ça vous dit, en fait, je peux vous donner quelques mots et vous essayez de ressentir comment c'est à l'intérieur ces mots, quelle émotion ils réveillent. Est-ce que c'est de la joie, de la colère, de la tristesse, etc. Et puis, on va essayer d'évaluer ces mots pour voir dans quel état intérieur émotionnel vous êtes au niveau du bonheur émotionnel intérieur. Est-ce que ça te dit ça? Ouais. Oui, très, très bonne idée. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous partager ce que vous ressentez par rapport aux mots que tu vas nous dire. Ouais, carrément. Ce que je vous propose, c'est de fermer les yeux juste pour écouter le mot et de ressentir ce qui se passe. Si je vous dis le mot « la politique », qu'est-ce que ça réveille en vous, la politique? Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que c'est triste? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de l'énergie de vie? Comment vous ressentez cette émotion à l'intérieur? Et une fois que vous avez ressenti cette émotion, vous pouvez, si c'est une émotion, on va dire entre guillemets positive, on va dire de la joie, vous pouvez l'évaluer entre 0 et plus 5. Et si c'est plutôt de la colère, vous pouvez plutôt l'évaluer entre 0 et moins 5. Voilà. Puis vous notez l'émotion qui est sortie et vous mettez le chiffre à côté de cette émotion. Okay. Je sais pas si c'est OK pour tout le monde, si je ne vais pas trop vite. Non, je pense que c'est bon. Et du coup, j'en propose 4-5 comme ça. Il y en a un autre qui peut être la guerre. Ce sont des liens, des mots qu'on entend aujourd'hui au quotidien de notre vie. Hein. Donc, c'est des mots qui nous entourent au quotidien. La guerre, c'est quelque chose qui nous entoure, qui est proche de nous. Quel état ça réveille en vous quand vous entendez le mot la guerre? Est-ce que c'est serein? Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que ça fait peur? Voilà. Et une fois que vous avez trouvé cette émotion, vous essayez de l'évaluer, toujours de plus 5 à moins 5 pour voir comment c'est. Maintenant, on peut utiliser un autre mot qui est la famille. Qu'est-ce que ça fait, la famille? Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que c'est triste? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est compliqué, la vie de famille? Ou est-ce que c'est un manque parce que vous n'en avez pas? Ou voilà, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça réveille comme émotion? Et une fois que vous avez trouvé cette émotion, vous pouvez l'évaluer à nouveau de plus 5 à moins 5. Voilà. Le mot suivant, ça va être l'amour. Est-ce que l'amour, c'est quelque chose qui réveille en vous quelque chose de joyeux? Ou au contraire, c'est très triste parce que vous ne le vivez pas? Ou c'est très triste parce que vous êtes en séparation? Ou parce que vous venez de perdre quelqu'un de très cher? Et donc, quelle est l'émotion que ça réveille en vous aujourd'hui? Et vous l'évaluez de plus 5 à moins 5. Voilà, puis on peut en prendre un dernier qui est d'actualité, c'est les retraites. Et donc, le mot retraite, qu'est-ce que ça réveille en vous comme émotion? Est-ce que ça réveille plutôt de la colère ou de la peur sur l'avenir, etc. Comment c'est? Ou est-ce que tout compte fait, vous êtes carrément serein parce que vous êtes déjà et que vous avez une retraite confortable et que vous êtes en sécurité? Voilà. OK, donc maintenant, en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de regarder quels sont les mots-clés qui sont sortis le plus souvent. Est-ce que ça va être comme émotion la joie, c'est parce qu'elle est sortie 3 fois, par exemple, ou la colère, parce qu'elle est sortie peut-être d'autres fois. Et vous allez comptabiliser pour voir si vous êtes, par exemple, en colère à moins 5 ou moins 15 ou moins 20, ou en joie à plus 5 ou plus 15 ou plus 20. Et ça, en fait, quand on permet aux gens de regarder avec une trentaine de mots-clés comme ça, qui sont les mots-clés qu'on trouve quand on ouvre les journaux, quand on écoute la télé, etc., et de notre vie au quotidien, ça nous permet vraiment d'évaluer, tiens, dans quel état émotionnel je suis par rapport au monde dans lequel je vis, quoi. C'est intéressant.
Et du coup, voilà, il y a la question de tiens, c'est quoi pour vous le bonheur mais c'est comment pour vous le bonheur à l'intérieur, dans l'émotion? Parce que l'émotion qu'on traverse, c'est celle qui engendre le monde dans lequel on vit aussi, quoi. Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit. Ça fait combien de temps que tu proposes ces ateliers? Les ateliers d'intelligence du cœur, ça fait une dizaine d'années. 10 ans. En 10 ans, est-ce que tu as le sentiment, parce que j'imagine que du coup, ça fait 10 ans que tu poses ces questions d'une trentaine de mots. On est d'accord? Est-ce que tu as l'impression qu'en 10 ans, ces mots qui, d'après toi, sont des mots qu'on entend régulièrement dans notre société, qui nous conditionnent quelque part, est-ce qu'ils ont évolué en 10 ans ou est-ce qu'on est tout le temps sur la même grille? Est-ce que c'est quasiment les 30 mêmes mots? Alors, ouais, c'est quasiment les mêmes 30 mêmes, parce qu'en fait, il y a 10 ans, j'avais déjà mis la pandémie dedans, par exemple. Ok. Voilà, parce que on avait eu la grippe aviaire déjà à l'époque. Et je me rappelle qu'en tant qu'entrepreneur, on avait organisé dans l'entreprise que tout le monde puisse travailler de chez soi, etc. Et donc, il y a la plupart des mots-clés, ça a assez peu évolué. Après, il y a des petits mots d'actualité. J'aurais pu mettre les bassines. Oui. Voilà, et voir ce qui se joue. Ce qui est important, c'est de comprendre que ces mots nous activent et nous renvoient à un état d'être qu'on retrouve dans la grille de systémie. C'est-à-dire que, par exemple, quand on voit les casseurs qui vont affronter, ou je ne sais plus comment on les appelle, les black blocs, qui vont affronter les gendarmes et qui vont se battre, qu'est-ce que ça réveille en nous? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la colère de voir toute cette violence? Et voilà. Et ça, à quel âge ça nous renvoie dans les personnages si tu remets la petite famille à l'écran, on va voir qu'effectivement, on peut identifier potentiellement les casseurs en adolescent, parce que c'est le moment où on revendique, mais dans l'entreprise, on va trouver l'adolescent soit en créatif, soit en syndicaliste, par exemple. Tu vois, donc, dans toutes les sphères de la société, dans tous les systèmes de groupes qui nous entourent, on va retrouver ça. Voilà. Et donc, du coup, si on prend la posture du père symbolique, qui potentiellement va être effectivement dans les bassines, ça va être le président ou le ministre de l'Intérieur qui envoie les gendarmes et qui tape les enfants. Ça pose la question de quand un père frappe ses enfants, quelle légitimité il a à être père, quel qu'il soit. Mais après, ça, c'est valable dans une communauté religieuse. Je vais être souvent dans des monastères. C'est pas parce que c'est des lieux reliés qu'il y a de l'amour et que les gens sont heureux, et parfois c'est tellement pas relié que en janvier je suis allé dans un monastère, je voulais y passer 10 jours, j'y suis resté une nuit, j'ai pas dormi, je suis reparti le lendemain en disant comment ils font. Voilà. Il y a une pense, voilà, c'est très très compliqué, quel que soit, c'est pas parce qu'on est dans la reliance à Dieu ou à quelque chose que l'amour est là, quoi. Tout à fait. C'est bien de le dire. Mais je trouve même dans tout, moi ça me fait penser à plein de métiers, tu sais, justement dans le milieu de la connaissance de soi et du développement personnel. C'est pas parce que, je sais pas, tu as 40 ans de parcours dans le développement personnel, la connaissance de soi, que tu es forcément un sage, illuminé, qui est dans l'amour, la bienveillance, l'empathie. Moi j'ai été très surpris quand j'ai commencé ma carrière, entre guillemets, en 2003 dans le monde de la connaissance de soi, en créant mon entreprise, de rencontrer du coup des gens, moi, qui m'inspiraient, tu sais, des auteurs ou des conférenciers, et de me rendre compte par moi-même de mon expérience qu'ils étaient quand même très très loin de ce qu'ils véhiculaient, quoi. Oui. Ouais. Et donc je crois que c'est important de le dire parce que moi je suis plutôt confiant, tu sais, à l'énergie, c'est-à-dire bon bah là nous on est en streaming donc c'est un peu différent, mais si on se rencontrait physiquement, bah, en fait il y aurait quelque chose, tu vois, qui est pas palpable du coup sur internet. C'est pour ça que j'organise des événements parce que je veux voir les gens. Et là en fait tu te rends compte tout de suite réellement de qui t'as affaire en face de toi en réalité, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Est-ce que c'est pas l'intelligence du cœur, ça, tu vois, qui te permet de relier les gens? Ouais. Alors, moi, il y a un truc qui me touche particulièrement sur l'intelligence du cœur, c'est, en tout cas par rapport à ce que tu poses, je pense qu'aujourd'hui, la grande difficulté, si on a autant de mal, et je vois la plupart des projets d'habitat collectif que j'ai pu accompagner dans ma vie, et c'est peut-être pour ça que j'ai écrit le livre d'ailleurs, parce que c'était celui-là qui me touchait le plus, c'est que c'était des gens, c'est ce que j'ai appelé les laboratoires humains du futur, c'est des personnes qui ont voulu quitter ou sortir du monde un peu d'aujourd'hui pour engendrer des lieux d'espace où il y a l'amour, où il y a la reliance à la terre, etc., et au partage et aux manières de décider autrement, etc. Et en fait, très très rapidement,
inconsciemment, ils reconstruisaient des familles. Et donc, on allait retrouver le père fondateur, la mère, les enfants, etc., l'ado rebelle. Et chacun arrivait aussi inconsciemment avec ses névroses et les renvoyer sur les autres. Ce qui fait qu'en très peu de temps, parfois 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, même s'ils avaient des outils pour essayer de se parler avec plus de bienveillance, on entendait l'autre jour Issa Badovini dire qu'il fallait 20 ans pour pouvoir s'en servir. Pour moi, c'était important d'essayer de trouver des solutions qui permettent de ramener l'amour plus rapidement. Du coup, ça me fait penser… Alors, il y a 2 choses. On parlera de la main après, parce que c'est vraiment un outil vraiment très intéressant que j'avais envie de vous partager, qui est vraiment un outil qui permet de… Moi, à chaque fois, je m'en sers dans les zones de conflit et ça ramène la paix à une vitesse incroyable, quoi. Mais comme j'ai pas de mémoire, si tu m'en rappelles après, je dirais. Non. Mais après, il y a un truc qui est super intéressant par rapport à ce que tu posais avant. Je crois que la grosse difficulté de toutes les personnes qui sont en chemin ou qui essayent de ramener des solutions pour engendrer un monde meilleur pour demain, c'est qu'en fait, il y a l'ego. Et donc, quel que soit ce que tu produis, moi, j'ai pas l'impression dans ma vie d'avoir engendré quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'on est un flux et qu'on reçoit. Le jour où j'ai construit le premier bâtiment de bureau, il y avait personne qui avait construit de bâtiment de bureau en paille avant nulle part. Il y avait des maisons, mais pas de bâtiment de bureau. Et j'ai vu peu de temps après qu'en Autriche, au même moment, il y avait des gens qui construisaient des bâtiments de bureau en paille dans la même technique. On se connaissait pas. Voilà, donc il y a quelque chose qui te relie à l'inconscient collectif et qui fait que tu reçois un moment quelque chose à faire et tu le fais sans te poser de questions. Mais par rapport à cet ego, en fait, c'est comme si pour moi l'axe central de demain, on a le choix entre, à mon avis, 2 grands états, c'est la haine ou l'amour, quoi. Oui. Et on a l'impression que la haine est extrêmement présente et la violence dans notre monde, mais en fait, l'amour est en chacun de nous. Et même, j'allais dire, chez quelqu'un qui est en grande violence, il aime sûrement sa mère, et voilà, même s'il fait du mal ou il aime son chien, voilà, mais l'amour est en chacun. Et le seul problème, c'est que la haine communique super bien, alors que l'amour, c'est pas du tout communiqué. Et je pense que c'est aussi de notre faute, c'est-à-dire pour tous les gens qui travaillent dans cette dynamique-là, c'est comment… moi, j'ai l'impression que l'amour, c'est comme un axe dans une machine et que chaque dynamique, ça peut être la systémie de groupe, les natures d'intelligence multiples, la syntothermie, enfin, il y a plein de choses qu'on peut mettre comme ça. C'est un peu comme des engrenages et chaque engrenage tourne tout seul dans son petit chemin autour de l'amour. Et ça fait au moins 5-6 ans que je me dis, j'adorerais faire un truc qu'ils appelleraient réunion et réunir chaque personne qui a son truc et prendre évidemment quelqu'un pour accompagner extérieur et d'essayer de voir quelle est la synchronicité de tous ces outils pour voir si on trouve à un moment quelque chose, une synchronicité qui fera que tous ces outils vont pouvoir tourner en même temps et être suffisamment forts pour engendrer quelque chose de vraiment bon. Parce qu'au fond, il y a plein de gens. Moi, le lieu où j'habite, qui est un lieu magique, il y a aussi… parmi les 7 hommes qui habitent là, il y a 4 hommes, 3 qui sont légionnaires et 1 qui est tireur d'élite dans l'armée. Donc, c'est quand même des hommes. Il y a du yang. Et en même temps, ce sont des hommes qui sont… il y en a un qui vient d'avoir une petite fille. Il est d'un papa extraordinaire. Voilà. Et à l'intérieur, il a un cœur, mais c'est un soldat. Il sait défendre, mais en même temps, c'est un papounet. Et il est capable d'amour, voilà, comme tout le monde. Donc, toute cette dynamique-là, elle existe. Mais je pense que c'est très important qu'on essaye d'engendrer quelque chose, à un moment donné, qu'on se donne la possibilité d'engendrer quelque chose de nouveau et de se réunir pour ça, parce que sinon, on va continuer à faire chacun dans son petit coin quelque chose et ça ne servira à rien. Ça ne sert qu'à nourrir le reste, quoi. Bah, je ne sais pas si ça ne sert à rien, parce que moi, de ce que j'observe, tu sais, je te disais… Enfin, je le disais en amont, je crois, quand je parlais du livre C'est quoi le bonheur pour vous. Moi, je baigne en fait là-dedans depuis que je suis tout petit, parce que mes parents étaient déjà très ouverts d'esprit. On allait voir des naturopathes. Ma mère, elle tirait des cartes, elle faisait des thèmes astrologiques. Voilà, je suis né en 78, tu vois. Donc, et donc, j'ai l'impression d'avoir un regard qui est et professionnel et personnel sur ce grand marché maintenant, parce que c'est un marché, hein, le bien-être, le développement personnel, la connaissance de soi. Et moi, j'ai vraiment l'impression que on a une responsabilité citoyenne en réalité, chacun et chacune, pardon. Déjà, au moins d'essayer de faire du mieux qu'on peut tous les jours pour prendre soin de soi et d'incarner la meilleure version de nous-mêmes. Et ça, c'est une responsabilité citoyenne. Et donc, je me dis que si chacun fait cet effort, entre guillemets, je ne sais pas si c'est un effort, donc c'est pour ça que je le mets entre guillemets, je crois vraiment que notre société, déjà, elle serait très différente. Et donc, du coup, on serait un peu comme des colibris et ça ne s'arriverait pas à rien, comme tu le dis. C'est-à-dire que chacun aurait cette responsabilité aussi d'inspirer les autres à être aussi la meilleure version d'eux-mêmes, quelque part, quoi. Donc, moi, je pense que c'est vraiment important que
que chacun se mobilise aussi de son côté, parce qu'on n'est pas encore assez nombreux. Il y a peut-être 80% de la population qui est encore trop conditionnée par cette société, hein, peu importe le pays dans lequel on est. En fait, c'est un peu normal parce que si tu prends la société au travers de la systémie de groupe, tu te rends compte qu'il y a peu de parents par rapport au nombre d'enfants. Et si en plus la mère n'est pas présente parce que dans l'entreprise, le dirigeant qui est le père symbolique laisse pas au DRH, qui devrait être la mère symbolique, qui devrait engendrer l'amour dans l'entreprise, lui laisse pas la place, juste de rédiger les contrats pour embaucher et virer les gens, j'exagère bien sûr, mais voilà, laisse pas cette dimension d'amour s'installer dans l'entreprise et faire du bien. C'est compliqué. Je pense qu'il y a des personnes qui sont en posture de père symbolique et c'est ce que viennent chercher les gens quand tu fais ces émissions. Les gens moi, c'est la première fois que je le fais, mais et je me posais vraiment la question de la légitimité à le faire. Tu vois, est-ce que voilà, parce que c'est un long chemin. Et à un moment, il y a des gens qui te disent bah oui, c'est bien de partager les choses, mais c'est bien si tu es conscient que les gens qui potentiellement écoutent à un endroit dans leur monde intérieur qui est soit le petit enfant, soit ils vont dire non mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là, il a même pas de diplôme, voilà. Ouais, mais alors là j'avais dire peu importe, tu sais pourquoi? Non. Parce que moi je crois à la graine qui est semée. Et donc si cette personne par exemple elle se dit mais qu'est-ce qu'il raconte? Cette graine-là elle a été semée et c'est pas impossible que d'ici quelques mois, quelques années, à un moment donné, pour X raisons, il tombe sur un livre, une citation, une discussion avec quelqu'un, hop, ça déclic. Mais tu as raison là-dessus. Je crois que pour moi, il y a un mot de la dyslexie, ça aide à entendre des choses différentes. Mais quand on s'aime, on s'aime. Voilà. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette dimension d'amour dans semer. Il y a effectivement les graines, mais il faut attendre que ça pousse. Et le temps que chaque enfant devienne des adultes libres, autonomes et responsables, il faut déjà que la structure parentale, elle soit saine. Et donc, il y ait un rééquilibre entre la place de la femme, de la mère, du féminin, mais qui soit potentiellement bon. Parce que s'il est en colère, il va s'opposer à la colère et à la bêtise de l'homme. Donc, ça n'engendrera rien de bon. Et donc, ça, c'est vraiment très, très important dans cette dynamique-là. Après, je pense que c'est bien. Enfin, c'est important que beaucoup de gens proposent et apportent des choses qui font du bien aux gens. Mais on ne peut pas demander à un petit enfant de devenir un adulte autonome, libre et responsable du jour au lendemain. Il va d'abord passer par une phase d'adolescence et rebelle, puis après, il va devenir un grand enfant, et après, un jour, il pourra devenir un parent, quoi. Et donc, il faut un laps de temps pour y arriver, quoi. On est bien d'accord. C'est pour ça que je me dis que si le plus tôt possible, on peut apporter cette dimension du savoir-être et de la connaissance de soi. Donc, quand je dis le plus tôt possible, c'est dès l'éducation, en gros, dès qu'on arrive sur Terre, quelque part, que ce soit à l'école, que ce soit les parents ou la société de manière plus globale. À mon avis, oui, en une génération, on peut changer beaucoup de choses, quoi. Ah bah, vu ce qu'en 2 ou 3 générations, on a réussi à faire de la Terre, il est possible que la génération qui arrive soit en meilleure capacité à engendrer, sauf que il faut pas qu'il reste dans la colère. C'est-à-dire que si je regardais, là j'ai vu et j'irai le voir parce qu'il y a, comment il s'appelle, Camille Etienne apparemment qui va faire un film sur l'idée de se battre face au dérèglement climatique. Moi j'ai fait pendant 30 ans, ça fait 30 ans que le développement durable nourrit ma vie et longtemps je me suis battu contre jusqu'au jour où j'ai compris qu'il fallait mettre toute son énergie d'amour à engendrer le demain plutôt que de se battre contre. On ne construit rien de bon contre quelque chose. On peut le construire pour quelque chose de nouveau. On n'arrêtera pas le dérèglement climatique. C'est une hérésie de continuer à faire croire ça. C'est-à-dire que le permafrost, il est en train de fondre aujourd'hui. Il dégage du méthane. C'est un gaz à effet de serre 10 fois plus que le CO2. Il va acidifier les océans, etc. La chaîne est en route. Et donc, à un moment donné, il faut se dire, OK, est-ce qu'on s'adapte et on engendre quelque chose de vraiment bon pour la suite de l'humanité? Par exemple, là, on est en train dans l'Aude ici où on est. Il y a le département qui a lancé un budget participatif. Et en fait, on est en pleine sécheresse depuis 2 ans. Il n'y a pas d'eau. Du coup, en fait, moi, mon métier, c'est un peu d'essayer de trouver des solutions pour demain au niveau développement durable. Du coup, j'ai développé une machine qui permet, avec l'énergie du vent et du soleil, de transformer l'humidité de l'air en eau pour irriguer. On en est, c'est vrai. Et l'idée, quand je l'ai présentée, les gens m'ont dit mais ok, mais qu'est-ce que ça rapporte financièrement? Et moi j'ai dit mais l'important au départ, c'est pas qu'est-ce que ça rapporte, c'est est-ce que ça fait du bien, hein? Comment on engendre quelque chose de bon pour demain? Et là, une fois que je leur ai expliqué, ils m'ont dit ah ouais non mais c'est génial effectivement ça. Ok, on a compris ce que ça va rapporter et du coup effectivement l'argent va en découler, mais c'est pas le plus important. Et alors ils m'ont dit du coup comme ça va potentiellement rapporter de l'argent, du coup tu vas déposer un brevet. J'ai dit bah non, si c'est pour faire du bien, tu déposes pas de brevet. Voilà, plus t'es copié et mieux c'est. Ça me fait penser à Gunther Pauli. Tu connais Gunther Pauli?
Pas du tout. Ah, Ouais, la personne- comme j'ai pas vraiment lu dans ma vie ni écouté, et j'étais pas sur les réseaux sociaux avant 3 semaines, je connais pas grand-chose. Ok, je te l'enverrai après le live, je t'enverrai des infos sur lui, Gunther Poli. Justement, en fait, il fait partie de ces acteurs qui apportent des solutions, je trouve, très intéressantes pour la planète, dans la mesure où c'est bon pour l'homme, bon pour la planète, et potentiellement pour ceux qui auraient l'envie de créer une entreprise, bah, ça peut aussi générer du business pour eux. Enfin, c'est bon, en gros, à tous les points de vue. Et il a beaucoup d'idées qu'il met en pratique. Il a une équipe personnelle de 150 chercheurs, je crois. Et donc, il met des choses en place qui sont vraiment très importantes, à des échelles vraiment importantes. Et donc, bonne pour tout le monde. Donc, Gunther Poli, je trouve que c'est quelqu'un qu'on devrait cloner. Ouais, mais je pense il y a beaucoup de réponses, et l'intelligence émotionnelle et l'intelligence du cœur, c'est une source vraiment très, très importante de. Moi, je me rappelle quand je travaillais dans le groupe et je dirigeais la filiale développement durable, hein, on avait des ateliers de production sur des nouveaux concepts, et la plupart de mes acolytes étaient tous des ingénieurs de haut niveau, quoi. Et il y avait des jours où ils me disaient, mais c'est insupportable de bosser avec toi. Ça jaillit tellement. Voilà. Et moi, je me posais pas la question là, je me la posais là et dans mes tripes. Et donc, voilà, je laissais jaillir tout ce qui sortait. Et puis, au bout d'un moment, les mecs disaient, bon, c'est bon, ça va, c'est insupportable, quoi. Parce que là-haut, on a une puissance cérébrale qui est plus ou moins grande en fonction des personnes. Mais l'intelligence du cœur, quand il t'y connecte, elle fait jaillir des choses pour demain qui sont profondément bonnes et en quantité suffisante pour qu'on. Toutes les réponses, on entendait là, le projet pour l'eau, c'est de réduire de 10% à 2030 les consommations d'eau, alors qu'on pourrait les réduire de 90% aujourd'hui. Ça existe déjà. Donc, voilà, toutes les réponses existent. La question, c'est quand est-ce qu'on est prêt à les prendre en main et à faire du bien aux gens autour de nous pour essayer de vivre dans un monde plus serein et plus bienveillant. J'ai deux questions qui me viennent à l'esprit. Je pense qu'il y a, à mon avis, un certain nombre de personnes qui vont se la poser parce que tu l'as dit à plusieurs reprises. Tu dis quand tu te connectes à l'intelligence du cœur, et ben moi, j'ai envie de te dire, mais comment tu te connectes à l'intelligence du cœur? Alors, je pense que au départ, pour moi, c'était un questionnement au départ. Je pense que l'intelligence du cœur, c'est être dans l'empathie, dans la gentillesse, et la question, c'est toujours, moi, c'est qu'est-ce que je pourrais faire de bon pour cette personne? Je me la pose plus là. Elle arrive instantanément dans mon cœur. Donc, voilà. Mais c'est donner sans rien attendre en retour. L'un des principaux nœuds de notre société, c'est l'argent. C'est-à-dire que dans les collectifs ou dans les entreprises, etc., tout ce qui empêche, tout ce qui s'oppose à l'amour, c'est le monde de l'argent. Et c'est d'ailleurs une grosse problématique. Moi, je sais que quand j'accompagne des entreprises de collectifs, mon tarif n'est pas du tout le même si j'accompagne une grande entreprise ou si j'accompagne un collectif où tout le monde est au RSA. Et voilà, c'est normal. Et là, en ce moment, je commence à former des personnes qui vont accompagner en intelligence du cœur. Forcément, si en fonction des revenus de la personne, soit tu t'adaptes, soit ton prix il est en fonction de ce que, et tous les thérapeutes ou tous les gens qui étudient pour un jour vendre des soins, à un moment se pose la question de quelle est ma valeur et à quel prix je peux me vendre. Le problème, à mon avis, c'est pas ça. Il faut d'abord déjà être en paix par rapport à sa propre valeur, et après, il faut se demander quelle est la juste valeur pour la personne, en quoi ça va lui faire du bien, de m'adapter à son propre besoin. Alors, dans l'entreprise, ça peut être très élevé parce qu'ils ont besoin parfois que ça coûte très cher pour avoir de la valeur, pour comprendre cette valeur-là. Mais parfois, il y a des gens qui ont peu de moyens et qui ont besoin aussi d'avoir accès à l'intelligence du cœur ou à d'autres choses, à des soins de thérapie, voilà, toute la dynamique est là. Alors, je suis d'accord, mais ça répond pas totalement à ma question. Comment on se connecte d'après toi? Alors, moi, je vais donner partiellement une réponse qui me vient à l'esprit. Ouais. Mais tu me dis si je me trompe. Moi, j'ai le sentiment que l'intelligence du cœur, elle est quand même très proche de l'intelligence émotionnelle, qui elle-même est quand même très proche aussi de ce qu'on appelle l'intuition. On peut l'appeler aussi autre chose. Hein. Certains vont dire l'âme agit, par exemple. Est-ce que ça serait pas justement de se connecter davantage à notre monde intérieur? Si, complètement. Mais alors, pour s'y connecter, il y a un truc qui est super intéressant pour ramener l'amour en période de conflit. Je parlais tout à l'heure de la main. En fait, si on imagine, alors c'est à l'envers, je pense celle-là. Là, si on voit ma main, il n'y a rien dessus. Imaginez maintenant, moi j'appuie dessus, je ressens pas grand-chose. Imaginez maintenant que j'ai une énorme blessure, d'accord? Et que tu appuies dessus. Vas-y, appuie sur ma main. Tu appuies sur ma main, qu'est-ce que ça va me faire? Ça va me faire mal. On est d'accord que tu n'es pas responsable de la blessure. Elle était là avant que tu appuies. Tu vois?
Et donc, l'important, c'est déjà de prendre conscience que quand quelque chose nous touche, c'est que la personne qui nous pose cette problématique vient toucher une blessure qui est en nous. Si on accepte de regarder ça, que l'autre n'est pas responsable, ça dénoue une partie des choses. Et après, moi, j'ai appelé ça les boutons rouges dans mes ateliers. Si on considère que cette blessure, c'est un bouton rouge et qu'on s'approprie la responsabilité de ce qu'on a marqué en dessous de ce bouton rouge qui clignote, c'est « appuie, ça me fait mal, j'aime bien ». Bon, ok, c'est naso en apparence. Mais en vrai, c'est que ça. Et dans un couple, on fait que s'appuyer sur nos boutons rouges pour s'activer, etc., les choses. Et donc, une fois qu'on a compris qu'en fait, on était à la fois, on avait des blessures dont on n'avait pas pris soin et qu'en plus, on demandait aux autres d'appuyer dessus, bah forcément, on assume cette responsabilité. Et donc, dans la relation de conflit avec l'autre, bah, la relation s'effondre quasiment instantanément. Alors, il est évident que pour faire ce genre de processus, il faut un cadre profondément bienveillant et structurant parce qu'on n'emmène pas les gens dans cette dynamique-là quand ils sont en grand conflit, qu'ils ne se parlent plus et qu'ils n'ont qu'une envie, c'est la guerre. Il faut effectivement que tout le monde soit d'accord et qu'ils s'engagent par écrit à respecter le cadre. Ça, c'est vraiment essentiel. Mais cette dynamique, en fait, est hyper basique. C'est-à-dire que n'importe qui la comprend. On peut faire des années pour apprendre à se parler gentiment et puis on peut juste essayer de comprendre, tiens, mais ok, c'est vrai qu'effectivement, cette blessure-là, il vient de toucher un truc. Et ce qui est très, très important, c'est que quelles que soient les structures que j'ai accompagnées, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que qui se ressemble, s'assemble, fonctionne super bien pour les souffrances de l'enfance et les névroses. C'est-à-dire que dans un même collectif, les gens ont la même histoire. Dans une entreprise, c'est incroyable. En fonction des niveaux, que tu sois un petit enfant ou un, tu as la même histoire, quoi. Et donc, il y a vraiment quelque chose de très intéressant là-dedans qui permet de dénouer. Moi, ça ramène l'intelligence du cœur. Une fois qu'on a fait la paix comme ça, il y a un truc que j'adore, moi, c'est faire le yoga du cœur, qui est tout simplement de se prendre dans les bras et puis d'attendre que les respirations que la respiration se coordonne, et puis que petit à petit les cœurs se mettent à battre ensemble. Et en fait, c'est hallucinant la puissance de ça. Ça va prendre 5, 10, 15 minutes à se prendre dans les bras une fois qu'on a désamorcé le conflit. Voilà. Et une fois qu'on s'est rendu compte que les 3/4 du temps, quand l'autre appuyait sur le bouton, ça réveillait nous. Mais là, j'ai l'impression de voir mon père. C'était exactement ce connard qui me disait ça. Et l'autre, il dit, mais moi, quand il fait ça, c'est exactement, j'ai l'impression de voir mon père, quoi. Voilà. Et donc, quand on a compris ça, en fait, on peut faire la paix. Moi, j'ai des collectifs que j'ai accompagnés où, en très peu de temps, en un week-end, ils me faisaient intervenir pour se séparer. Et en un week-end, ils sont tous pris dans les bras, ils ont fait la paix, ils ont continué parce qu'ils avaient compris d'où venaient toutes ces tensions et que c'était leur histoire. Donc, bien sûr, après, ils sont partis chacun en thérapie soignée. Parce que moi, je suis pas, voilà, mon job s'arrête à un moment donné. Le but, c'est de réveiller l'origine de la douleur, mais après, chacun est libre d'aller. Mais c'est important, s'il veut s'en libérer, qu'il aille se guérir de tout ça, quoi. Et est-ce que tu as des feedbacks après? Quand il y a des années en fait qui s'écoulent, est-ce qu'ils ont réussi à maintenir cet éclaircissement qu'ils ont eu, les graines que tu as semées, ou est-ce qu'ils reviennent un peu, tu sais, un peu comme avant en fait quelque part, quoi? Alors ça dépend. Alors parfois il faut du temps pour intégrer les choses, mais en général non. Ce qui se passe, c'est que en entreprise, la plupart des gens deviennent des adultes libres, autonomes et responsables, et donc soit si l'entreprise continue à évoluer dans ce sens-là, ils vont rester dans l'entreprise, mais peut-être en tant que prestataire indépendant. Voilà. Et donc continuer à être dans la dynamique de l'entreprise et à apporter des belles choses. Dans les collectifs, un jour, j'ai accompagné une communauté bouddhiste comme ça. Et en fait, juste avec l'objet symbolique de départ, de raconter qu'est-ce qui vous a amené dans ce projet-là, essayer de trouver un objet symbolique. Et rien que les gens, le fait qu'ils parlent de leur objet symbolique, qui les avait connectés à ce projet, c'était vraiment des belles personnes. Voilà. Intérieur, c'était des belles personnes. Mais en fait, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils s'étaient mis en reliance par rapport à leurs convictions, par rapport au bouddhisme, etc. Mais c'était pas forcément leur projet. Et là, dans des collectifs que j'accompagne, parfois, il faut être conscient que le boulot le plus dur, c'est pour le père symbolique. Parce que le père symbolique qui est à l'origine, qui est le fondateur, l'origine, on se connecte à l'origine du monde, en fait. À l'origine des religions, à l'origine. Et j'entendais pas plus tard que cet après-midi, je sais pas pourquoi, j'ai vu un collectif se présenter et il disait on va parler ça fait 5 ans qu'on existe et on va parler de comment on a réussi à gérer les conflits. Et l'un des deux présentateurs dit moi, avec telle personne, on était fondateur, et puis lui, il est arrivé 5 mois après. Ça faisait 5 ans, 5 mois après. Et donc, en fait, si on réécrit pas une origine commune,
Et ben, l'un des principaux problèmes, c'est effectivement l'origine et l'argent sont vraiment les deux sources de conflit de notre humanité, qui fait qu'on n'est pas d'accord sur l'origine de la vie, des religions, etc. Et tant qu'on ne sera pas d'accord sur l'origine, c'est vraiment très très complexe de ramener la paix et l'amour, quoi. Oui, puis alors pour abonder dans ton sens, moi j'ai l'impression aussi que du coup le mainstream s'acharne un petit peu aussi à nous balancer des informations très anxiogènes qui nous font peur. Donc du coup, on cultive plutôt la peur dans nos sociétés respectives dans le monde plutôt que l'amour justement. Et ça va vraiment dans ton sens là aussi. Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que je pense que ce que je disais tout à l'heure, la capacité qu'on a à se reconnecter à l'amour, cet amour est là déjà présent dans tous les êtres, sur l'humanité tout entière, quoi, vraiment. J'ai jamais, même dans les cités, enfin voilà, moi j'ai pas vécu dans des milieux difficiles, bien sûr, mais j'ai côtoyé de très près ces milieux-là où il y avait de la grande souffrance. Et je pense que pour comprendre ce qui se passe dans les cités, il faut aussi, je reviens là-dessus parce que ça ramène à l'amour et à toutes les tensions qu'il y a dans notre humanité. Si on n'est pas capable de se dire, tiens, et si mon père était venu d'Algérie et qu'on l'avait parqué dans une cité HLM et qu'on lui avait fait ramasser toute la vie les poubelles pour au final avoir un salaire de misère et une retraite de misère et passer 50 ans dans une cité pourrie, au bord de l'autoroute ou du périphérique, comment je serais à l'intérieur si j'avais vu mon père vivre ça ? Est-ce que j'aurais la haine ou est-ce que j'aurais l'amour pour le pays qui m'a accueilli, qui a accueilli mes parents ? Si on se connecte à ça, forcément, on peut comprendre ce qui se passe. Et on peut peut-être se dire, tiens, peut-être qu'il est temps, comme je l'ai fait dans la petite vidéo par rapport aux enfants sur le fait de demander pardon aux générations qui arrivent, sur l'état de la Terre qu'on leur laisse et qui est extrêmement anxiogène. Ben, je pense que par rapport aux cités, c'est pareil. Si on veut ramener la paix, il faut commencer par prendre conscience de cet état de souffrance qu'il y a et de commencer par demander pardon. Et puis après, de mettre un cadre bienveillant, bien sûr. Mais Qu'est-ce que tu observes le plus en disant dans tous ces groupes ? Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui ressortent systématiquement ? Tu parles dans les souffrances des gens ? Peu importe ce que c'est. Ou des nœuds, les nœuds qui activent les gens ? Oui, pourquoi pas. Ouais. Alors clairement, effectivement, l'origine, c'est-à-dire le père symbolique, c'est très très compliqué parce que un père et une mère sont faits pour faire grandir les enfants. Sauf que dans un collectif, quand il reconstitue une famille, le père, il n'a pas forcément envie de lâcher son pouvoir. Donc, il va, soi-disant, avec les manières de décider qu'on a aujourd'hui, de toutes les solutions qu'on a mis en place, il va te donner l'impression, effectivement, qu'il partage le pouvoir. Mais si ça génère quand même des tensions, à un moment donné, ça va clasher. Et il va remettre le chapeau en disant « mais c'est moi qui suis à l'origine du projet, donc je décide ». Donc, l'origine est vraiment très, très conflictuelle. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est, mais là ça rend bon. L'argent, c'est évident, c'est vraiment un nœud très très fort. C'est-à-dire qu'en fait, dans tous les projets, qu'ils soient collectifs ou entreprises, il faudrait apporter ce que l'on peut perdre. Parce que si tu dis tiens, je vais investir dans ce projet collectif, mais ce que j'y mets, je le mets en me disant que je l'abandonne à l'avenir de la vie et cet argent m'appartient plus, il appartient au projet. Donc je le décharge de la charge émotionnelle de l'argent. Et ben dans ce cas-là, en fait, ça va enlever une immense tension dans les relations. Parce qu'après, il y a la propriété, il y a ceux qui sont propriétaires et locataires. Et ça, la propriété, c'est une ascendance de pouvoir sur les autres qui est très compliquée. Donc, on a beaucoup de choses à lâcher pour pouvoir engendrer quelque chose de meilleur. Après, je pense qu'il y a un truc qui est énorme et qu'on retrouve dans les religions. C'est-à-dire que une des grosses tensions dans les familles, c'est que s'il y a un fils aîné, forcément, il va avoir une place particulière vis-à-vis du père. On retrouve ça exactement si on imagine que le peuple juif est le peuple élu. Et ben on retrouve ça de la même manière vis-à-vis des religions en dessous, qui du coup forcément ont pas d'empathie pour le peuple élu. Moi, en tant que petit dernier d'une famille de 7, qui est plutôt une enfance difficile par rapport à mes 6 aînés qui étaient premiers de classe, pour mon père, c'était juste impensable si on n'avait pas fait 5 ans d'études après le bac. Et pour lui, quand il parlait de moi comme un résidu d'éprouvette ratée. C'était un scientifique qui avait un laboratoire. Et donc, voilà. Et puis, la dyslexie, il y a 40 ans, c'était une tare. Il n'y avait pas les natures intelligence multiples. On ne pouvait pas essayer d'imaginer qu'il y avait un autre potentiel chez l'enfant. Et donc, je pense qu'une grosse partie des tensions vient aussi de ça, de ce qu'on projette par rapport à ce qu'on a vécu et ce que nos parents nous ont injecté comme amour ou comme désamour ou comme challenge entre les enfants dans la famille, quoi.
Ouais. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais... Si, c'est clair, mais ce que je suis en train de me dire, c'est qu'il faut pouvoir pour autant les repérer. Donc j'imagine que c'est aussi pour ça qu'ils font appel à toi, parce que tout le monde ne fait pas preuve de psychologie. Il faut, tu vois, il faut savoir en fait les repérer. Alors du coup, moi, j'en reviens à la connaissance de soi. Une fois de plus, si on s'intéresse à soi et qu'on fait du mieux qu'on peut tous les jours pour prendre soin de soi, je pense qu'il y a justement des clés comme ça qui sont beaucoup plus évidentes de compréhension. Mais bon, la majorité d'entre nous ne sont pas encore sur ce chemin-là. Donc je me dis, waouh, est-ce que peut-être que tu as des techniques, parce que peut-être que tu as des outils à transmettre qui permettraient aux gens, tu vois, de, de percevoir en fait tout ça? Alors, je sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a d'autres portes d'entrée. C'est-à-dire que moi, la mienne, c'est les émotions. C'est voilà, de connecter les gens aux émotions. Et donc, il y a un processus de descente émotionnelle. Mais voilà, j'ai essayé de vous partager en quelques mots-clés comment on se connecte à notre monde intérieur et aux émotions par rapport à tout ce qui nous entoure. Si vous essayez de prendre les 30 mots qui vous entourent dans la vie au quotidien et de voir ces mots-là s'ils vous touchent, vous allez déjà voir dans quel état de bonheur intérieur vous êtes. Et ce qu'il faut mettre en place pour vous libérer de ça. Alors, couper la télé, couper les infos, les machins, déjà, ça va faire descendre d'un cran, quoi. Mais il y a des choses à mettre en place qui sont assez basiques comme ça. Après, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Mais... C'est comment on les aide à percevoir? Alors, c'est intéressant, je pense que dans les portes d'entrée, tu as raison de revenir là-dessus. Hier, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un lien sur, je crois que c'est Michel Maxime Heger, je crois que c'est comme ça, qui est un journaliste scientifique et je pense philosophe, etc., mais qui parle de l'éco-psychologie et qui est un mouvement qui est né il y a peut-être une vingtaine d'années, j'en sais rien, mais j'ai écouté, c'était hyper intéressant. Il descend de la psyché vers l'amour, quelque part, vers les émotions et vers le lien à la terre. Moi, je rentre plutôt par le cœur et les tripes et dans le lien à la terre et à l'amour, quoi. Mais c'est des portes d'entrée. Il faut différentes portes d'entrée pour se reconnecter à l'amour. Après, c'est très difficile. Je pense que la chose la plus importante, c'est d'essayer d'aller travailler sur soi, parce que si on est en guerre à l'intérieur et en colère sur tout ce qu'on a vécu quand on était enfant, on peut pas. Alors, moi, je pense qu'il y a un truc important. Il y a quelques années, moi, j'avais des parents assez intellectuels et donc assez peu maternants ou paternants, on va dire. Et pour mon père, ce que je disais, voilà, j'étais pas identifiable. Et en plus, ça le réveillait beaucoup de colère. Et donc, il n'était pas très doux avec moi. Et ma mère, en fait, était un personnage très intelligent, très puissant, mais qui nous a transmis, en tout cas aux garçons, le fait de savoir coudre, de savoir faire à manger, de savoir laver la vaisselle, de savoir cuisiner, etc. Enfin, de savoir tout faire. Ce qui m'a permis, une fois, d'être premier de classe dans toute ma vie. C'était à Notre-Dame de la Paix à Lille. J'étais premier de classe en couture. C'était super. On ne savait pas tellement plus. mais voilà, on est tous capables d'être premier de classe un jour. Mais tout ça pour dire, je ne sais plus. On parlait de quoi juste avant? L'idée, c'est d'aider les gens à s'apercevoir, en fait, de tous ces mécanismes. Alors, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il faut vraiment aller chercher. C'est-à-dire que même le chemin est très, très long. Moi, j'ai fait une vingtaine d'années de thérapie, plus 7 années de thérapie de couple, plus 5 années de 10 week-ends par an de groupe. Donc, ça fait 50 week-ends de groupe. Pour ceux qui sont thérapeutes, ils savent ce que c'est. C'est chargé. Plus 2 années juste pour reconstituer un toucher sécurisant. Donc, ça fait voilà, plus 15 années de supervision, parce que j'imagine pas d'accompagner des gens sans être supervisé. C'est un minimum qu'on leur doit. Et donc, quand on fait ça, mais il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai effectivement, ma mère, un jour, je vais la voir, et elle me dit, mais mon pauvre ami, qu'est-ce que t'es gros? Qu'est-ce que t'es gros? Voilà. Comme ça, 3-4 fois par jour. Au bout de 4 jours, je dis, tu veux me dire quelque chose? Il dit, mais c'est laid d'être gros quand même. Attends, bon, ça balance du lourd quand même. Voilà. Et du coup, bon, je suis pas spécialement gros. Moi, je suis un peu enrobé, mais je suis pas gros. Et du coup, elle a touché quelque chose malgré toutes ces années de thérapie. Elle est venue toucher une blessure qui était très très profonde, qui était reliée au corps, quoi. 15 jours après, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau des glandes mammaires. Les hommes comme les femmes ont des glandes mammaires. Je ne savais pas, mais voilà. Et j'ai compris, effectivement, c'est pas un hasard à l'endroit où j'ai commencé à avoir des douleurs, qu'en fait, j'avais un truc dans le cerveau ça avait déclenché ce qu'on appelle un nœud amer et puis une tumeur qui était arrivée derrière. Et donc, le travail, c'était d'aller guérir. J'aurais pu me faire opérer, etc., faire des traitements. Pour moi, c'était de travailler la dimension émotionnelle de la douleur.
et puis travailler effectivement sur mon alimentation, etc. Et donc, il y a tout un chemin pour guérir. Effectivement, au bout de 2 ans, alors j'étais suivi avec un IRM toutes les semaines, mais au bout de 2 ans, quand ça avait disparu, on m'a dit, bon, c'était sûrement, il n'y avait rien. Bon, même si c'était vu tous les 6 mois, voilà, qu'il fallait se faire opérer, mais il n'y avait sûrement rien. Et puis, si les hormones sont complètement déréglées, c'est un faux taux d'hormones. Tout va bien. Voilà. Et donc, voilà. Et ce qui est important, c'est effectivement de comprendre ce chemin-là. Et donc, 2 ans après, quand j'étais guéri, je suis retourné voir ma mère. Et puis, elle m'a dit, mais tu sais, tu as dit, il y a des années que j'avais dit que c'était laid d'être gros, mais tu n'es pas gros, tu es juste difforme. Et donc, elle a appuyé sur le bouton. Et là, j'ai dit, écoute, je t'aime parce que tu es ma mère, mais je sais qu'il y a aussi un monstre en toi et que c'est peut-être que tu vois qu'une part des. Quand tu es 10, tu as sûrement 10 formes et tu n'en vois qu'une de moi et tu vois pas les 9 autres, quoi. Et donc, tout ce chemin-là, il contribue à guérir et à trouver la paix. Donc, si tu files pas le chemin pour guérir, tu peux pas aider les autres et tu peux pas te connecter à l'amour. Voilà. Bon, mais je pense que le fait de ne pas avoir forcément connu l'amour enfant, c'était un mode de survie pour moi de me connecter à ça et d'essayer de le transmettre et de le partager, quoi. Il y a des chances, oui. Les ateliers que tu proposes, c'est uniquement en groupe. S'il y a des personnes, par exemple, qui nous écoutent, qui nous regardent là ce soir et qui aimeraient prendre contact avec toi, mais juste pour un face-to-face, par exemple, c'est des choses que tu fais? Alors, oui, bien sûr. Et ça peut être des couples, ça peut être des entreprises, des collectivités, des communautés religieuses, etc. Enfin, peu importe, en fait. Il faut être prêt à avancer sur le chemin de l'amour et puis à se connecter à ça. Par contre, moi, je fais toujours intervenir dans les ateliers, quand c'est des ateliers collectifs, d'autres personnes, parce que dans un collectif ou dans une entreprise, les natures à intelligence multiple, c'est vraiment un outil extraordinaire de connaissance de soi. Si on considère que l'intelligence émotionnelle est potentiellement peut-être plus féminine et qu'elle s'est reliée à la femme, moi j'ai souvent fait intégrer, un jour j'intervenais dans un gros groupe et ils m'ont demandé de former les hauts potentiels du groupe. Dans ces hauts potentiels, il n'y avait que des hommes, il n'y avait pas de femmes. Et ils avaient classé les gens par A, B, C, D. J'ai dit, en fait, moi, je formais que les A, ne m'intéresse pas. C'est pas parce qu'ils sont une tronche comme ça que là, il y a quelque chose. Donc, ce que je veux, c'est que ce soit réparti, puis je veux au moins qu'il y ait 50% d'hommes, 50% de femmes. Et puis, on présente à une 50aine de personnes dans l'entreprise les ateliers pour leur proposer d'y participer. Et là, il y avait les 2 assistantes de direction qui étaient là et qui viennent me voir à la fin, qui me disent, oh Bertrand, ça nous touche vachement ce que tu racontes, est-ce qu'on pourrait participer? J'ai des temps. Vous êtes des assistantes de direction, donc vous êtes déjà dans l'empathie et dans la bienveillance, c'est déjà votre monde intérieur. Et donc, bien sûr, donc elles sont rentrées dans les groupes et il y en a une qui, au bout de 3-4 ateliers, me dit, mais je mérite pas d'être là. Et puis, en fait, du coup, je dis, écoute, regarde ce qu'on a créé aujourd'hui et regarde ce qui a été engendré et regarde toutes les choses dont tu es à l'origine. Voilà. Et donc, sa capacité d'empathie, de bienveillance, d'amour, alors elle doutait de tout ça. Mais cette capacité d'empathie, d'amour est là et en fait, il faut juste le laisser jaillir. Mais si on permet aux gens de s'y connecter, il est évident que... Je me rappelle d'une fois où j'avais un atelier dans une mairie où j'avais séparé les hommes et les femmes. Ils avaient la parité et c'était compliqué de les mélanger. Pour permettre aux hommes de se connecter à leurs émotions, il valait mieux les laisser seuls. Et j'ai ramé pendant 4 heures. Il n'y en avait aucun qui arrivait à me poser une émotion, quoi. Au moment où il y en a un qui a lâché, j'ai dit je vais abandonner, puis il y en a un qui a lâché. Pourtant, je leur avais envoyé du lourd. Il y en a un qui a lâché. Ok, mais je crois que je ressens de la peur. Et tous les autres, du coup, ça s'est mis en route, quoi. Mais donc, ouais, on a une carapace et il faut le temps de fendre la carapace. Et ça, c'est vraiment essentiel, quoi, de pouvoir permettre aux gens de se connecter. Voilà, d'ouvrir la carapace pour se connecter à l'amour. Il faut parfois du temps, quoi. Tu disais que tu avais écrit un livre. Tu peux nous rappeler le titre du livre? Alors, le livre s'appelle Vivre ensemble demain. Et c'est le sous-titre, je ne sais plus comment il s'appelle le sous-titre, mais c'est les laboratoires humains du futur. Enfin, c'est un retour sur les laboratoires humains du futur. Sur tous ces gens qui essayent d'engendrer le monde de demain et tout ce qu'ils rencontrent comme difficultés et qui m'ont aussi aidé à comprendre la systémie de groupe et à développer, à regarder et à se rendre compte à quel point vous pouvez le calquer sur le monde, sur les entreprises, à tous les niveaux, ça fonctionne. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que pour moi, c'était un processus. Effectivement, j'ai commencé à écrire dans un monastère, mais 15 personnes m'ont aidé à le corriger. Il y a un ami vraiment très proche, Jean-Joie, qui m'a beaucoup aidé à le réécrire parce que ça sortait du cœur. C'était pas forcément, quand tu sais pas écrire, c'est compliqué, mais le fond était là. Alors, il fallait parfois le mettre en mots. Et puis 15 personnes qui étaient des personnes dignes d'avoir 0 faute à des dictées de Bernard Pivot, corrigées, et il restait toujours des fautes.
Et donc, je me suis rendu compte que c'était vachement intéressant parce que ça m'a permis de me rendre compte que ça les mettait en colère et que les gens qui étaient en colère, qui pour moi étaient les sachants dans ma vie, tous ceux qui avaient appris, qui avaient des diplômes, ça a été un gros travail pour moi de faire la paix avec les sachants. Et tous ces gens qui savaient lire et écrire, pour moi, c'était très compliqué. Et je me suis rendu compte qu'ils étaient en colère contre les gens qui n'avaient pas de diplôme et qui ne savaient pas lire et écrire, parce que, en fait, eux-mêmes, ils avaient au-dessus d'eux l'instituteur ou le parent qui était là, mais t'as pas le droit de faire de fautes, tu vois. Et donc, en fait, la colère, elle n'était pas contre celui qui ne savait pas lire et écrire, mais c'est d'avoir, eux, dû subir toute cette pression pour vraiment être très bons. Et nous, voilà, donc ils ne comprenaient pas que nous, on n'y arrive pas, quoi. Ça, c'est une vraie clé de compréhension, ce que tu viens de dire. J'espère que vous avez bien écouté ce que tu viens de dire, Bertrand, parce que c'est une très belle clé de comprendre ça. Alors, ça m'a permis qu'une des personnes qui m'a aidé a été tellement vexée quand je lui ai dit, qui était une bonne amie, mais elle était tellement vexée quand je lui ai dit que la personne suivante avait trouvé 400 fautes, qu'elle n'a plus jamais voulu me parler parce que ça a tellement touché que non, c'était pas possible. Ça touchait en elle de sa propre histoire et c'était pas possible. Mais voilà, ça fait partie du chemin. Et il y a sûrement encore des fautes dans le livre. Je me suis dit que c'était, comme c'est un livre qui parlait des émotions, ils avaient réussi à lâcher la tête et qu'ils avaient fini par entrer dans l'amour qu'il y avait dans le livre et qu'ils n'avaient plus vu les fautes. C'était plus si important, tout compte fait. Ça serait chouette. Ouais. Merci Bertrand, ça passe très très vite. Comment on fait pour te contacter pour les gens justement qui aimeraient prendre contact avec toi, tout simplement? Alors sur le site intelligenceducoeur.fr, donc c'est intelligence-du-coeur.fr, okay. Ou sur le Facebook d'Intelligence du Cœur, aujourd'hui il y en a un depuis 3 semaines. Voilà, c'est simple. Alors, juste un truc, parce qu'il y a qui est très très important dans le processus de l'écriture d'un livre. Il nous reste plus de 30 secondes ou pas? Oui, bien sûr, oui. En fait, moi qui suis entrepreneur, c'est vraiment très très important d'engendrer tout de A à Z. Et donc, je voulais pas que mon livre, tu vois, dans mon monde durable de demain, Amazon n'existe pas. Et donc, c'était impossible de vendre mon livre au travers de cette dynamique-là. Et donc, si je passais par on m'a proposé, des éditeurs m'ont proposé de l'éditer, mais en fait, j'étais contraint de rentrer dans le système qui était que effectivement il fallait passer par un processus. C'était dans toutes les librairies, ce que je trouvais super, mais du coup c'était aussi sur des sites qui ne faisaient pas écho à ce que j'imaginais être le monde de demain, mais plutôt le monde d'hier, quoi. Et du coup je me dis ok, avec les amis qui étaient reliés à l'intelligence du cœur et qu'on a appelé les hackers, ceux qui hackent avec le cœur, on a créé Homo Cordis, qui veut dire humain de cœur, qui est à mon avis la suite de l'humanité qui est là, qui est plutôt Homo Destructus. Ça me fait marrer parce que là, quand je me suis dit, je pense que si des anthropologues regardent dans quelques décennies, si les civilisations existent encore, et qui regardent le siècle qui vient de s'écouler, comment ils nous appelleront? Est-ce qu'ils nous appelleront encore Homo sapiens, ou va y avoir le siècle des Homo Destructus qui auront tout détruit, et peut-être après les Homo Cordis qui seront les humains de cœur, qui seront capables d'engendrer une nouvelle humanité. Et donc on a créé cette structure-là, qui est une association, mais qui est une maison d'édition, mais qui a une idée beaucoup plus large que ça, mais avec une présidence collégiale, parce que du coup, si à la tête tu as un père symbolique, le schéma est toujours le même, il est dissonant. Et donc le livre, lui, du coup, il est en vente que sur le site d'Homo Cordis, pour permettre de faire des choses. Et puis, j'avais envie de partager quelque chose de particulier. C'était pas, pour moi, le livre, c'était une partie de mon cœur. Et donc, j'avais envie que les gens, quand ils le reçoivent, je puisse avoir fait... Enfin, pour moi, c'est important de les poster moi-même, en fait. J'ai vraiment... Même si un ami l'a posté, il faut que j'écrive 1000 petits mots et que je mette 1000 petites fleurs dedans. Et voilà. Pour moi, ça fait partie de toucher les gens, de leur montrer, de leur transmettre une part d'amour. Pour moi, c'est vraiment essentiel au travers de ça. Je comprends tellement. Le jeu de cartes, c'est quoi le bonheur pour vous? Pour ceux qui ne le savent pas, quand vous passez commande chez nous, c'est moi qui vous les envoie. Pour exactement la même démarche. Et j'ai envie de préserver ça parce que je trouve que, je sais pas, ça me paraît important en fait d'avoir ça. Je pourrais très bien déléguer à des distributeurs pour qu'ils s'en occupent, quoi. Bien sûr. Mais, je sais pas. Peut-être que ça fait partie de l'intelligence du cœur, justement. Merci beaucoup Bertrand, une fois de plus pour cet échange. C'est très chouette. C'était chouette, ouais, exactement. Je te souhaite une belle soirée et puis écoute, je te dis à tout bientôt. Ouais, merci. Bye. Au revoir à tous. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies.
Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.